La troisième phase de l'évolution, c'est la télencéphalisation et le développement du néocortex chez les vertébrés. D'abord, je vais faire des rappels brefs des composants du cerveau. Le cerveau des vertébrés est constitué embryologiquement de 5 vésicules. De l'arrière vers l'avant, on a le myélencéphale, métencéphale, mésencéphale qui assure les fonctions vitales, le télencéphale et le rhinencéphale. Ce dernier donne des bulbes olfactifs. Le métencéphale donne entre autres le cervelet qui assure les fonctions de coordination motrice en fonction des entrées sensorielles. Il est très développé chez les espèces qui pratiquent l'écolocalisation, comme les chauves-souris et les dauphins, ainsi que les poissons électriques. Le télencéphale permet les fonctions plus intégrées. Il est tout petit à l'avant de cerveau chez les célaciens. Chez les reptiles, il se développe en se recourbant vers l'arrière au-dessus du reste du cerveau. Alors que chez les mammifères, cette courbure s'accentue et le télencéphale vient recouvrir la totalité des autres parties. Le télencéphale se développe énormément chez les vertébrés et il comprend 2 parties. La partie primitive avec le cortex olfactif et l'hippocampe qui est très important dans la mémoire. La partie plus évoluée qui s'appelle le néocortex. C'est cette partie qui se développe énormément chez les mammifères et en particulier chez l'homme où il est hypertrophié. Ce qui intéresse l'éthologue dans la vision biologique, c'est que tous les comportements s'effectuent à travers le système nerveux central. Chez nous, c'est le cerveau. Or, chez les animaux inférieurs, le système nerveux est peu développé, ce qui signifie qu'il comprend moins de cellules nerveuses et donc moins de possibilités de créer un nombre important de connexions des cellules nerveuses entre elles. Ce qui signifie également que la palette des comportements qui pourront être exprimés sera forcément réduite. Ce manque de plasticité, donc plasticité ici, dans le sens de possibilité de changement et de modification. Donc, le manque de plasticité du système nerveux rend alors inévitable la prépondérance de l'inné dans les comportements de ces animaux, qui sont très limités dans leurs possibilités d'apprentissage. À l'inverse, les animaux supérieurs sont dotés d'un système nerveux développé dont les possibilités d'établir de nouvelles connexions nerveuses sont immenses. Ils peuvent apprendre, s'adapter aux changements du milieu. Quand on étudie le cortex ou le cerveau de différents animaux, on est frappé par l'importance croissante des zones corticales non spécifiques. Et ceci au fur et à mesure que l'on va vers les animaux supérieurs. Ces aires non spécifiques ou associatives, colorées en rouge sur la figure, ce sont des parties du cerveau qui ne sont pas dédiées à des fonctions précises par rapport aux aires sensorielles et motrices. Cela signifie que le système nerveux des animaux supérieurs est nettement plus souple, plus adaptatif que celui des animaux inférieurs, souvent
plus limités au traitement des seules informations sensorielles et à leur réponse motrice. Notez le rapport de ces zones sur la figure. Donc, ces zones non spécifiques par rapport aux autres zones du cerveau. Il faut faire attention parce que les tailles des cerveaux sur le schéma ne sont pas proportionnelles les unes par rapport aux autres. Les cerveaux du rat et du tarsier sont beaucoup plus petits que les deux autres. Sur la figure, notez le rapport de ces zones non spécifiques par rapport aux autres zones du cerveau pour chaque animal. Les tailles des cerveaux sur le schéma ne sont pas proportionnelles les unes par rapport aux autres. Les cerveaux du rat et du tarsier sont beaucoup plus petits que les deux autres. Chez le chimpanzé et chez l'homme, la zone rouge qui correspond à la zone associative ou non spécifique, elle est beaucoup plus large. Alors, quel est le rapport entre le néocortex et la socialité chez les primates? Le néocortex, considéré comme la structure la plus récente, permet les fonctions mentales les plus évoluées comme l'apprentissage complexe, le langage et le sens du monde. Chez l'homme, le néocortex mesure 1000 cm3 contre 245 cm3 pour le reste du cerveau, soit à peu près 80%, c'est-à-dire 20% de plus que chez tous les autres primates. Dunbar a découvert que la taille du néocortex des primates est proportionnelle à la taille de leurs groupes sociaux. Alors, l'explication évolutionniste peut ou veut que le développement du néocortex favorise les contacts entre individus, notamment sous forme d'épouillage, c'est-à-dire grooming ou toilettage, dont on sait qu'il procure du plaisir et l'apaisement, car il permet la libération d'endorphines dans le cerveau. Il faut pour cela que les individus se connaissent et s'apprécient, ce que permet le néocortex et notamment la région frontale spécialisée dans la sociabilité. Entre parenthèses, les humains ont gardé ce comportement d'épouillage. Autrefois, la recherche réciproque d'époux et des lentes dans les cheveux se pratiquait entre les membres de la famille, surtout les filles qui ont beaucoup de cheveux. Mais par la suite, et avec l'amélioration de l'hygiène et de la propreté corporelle, les poux ont presque disparu. Mais on apprécie toujours un massage du cuir chevelu, surtout par la mère quand on est petit. Revenons au néocortex et socialité chez les chimpanzés. Une autre étude indique que le temps passé en grooming est corrélé avec l'importance du groupe. Ce temps peut atteindre 20% pour les groupes de 65 individus chez les chimpanzés. Cette taille de groupe semble un maximum chez les primates. Or, on ne connaît pas la taille des premiers groupes humains, mais on peut en estimer la valeur à partir de celle que l'on a mesurée dans les sociétés modernes de chasseurs-cueilleurs. La dimension moyenne semble se situer entre ou aux alentours de 150 individus. Alors, si l'on extrapolait aux humains, les 20% du temps passé par les chimpanzés en activité de grooming, il faudrait admettre que ceux-ci occuperaient
40 à 45% de leur temps à s'épouiller. Dans ce cas, ce serait désastreux sur le plan adaptatif. Alors les chasseurs-cueilleurs ne pouvant plus bénéficier des avantages du nombre dans le partage des tâches. Donc ils vont passer presque plus de la moitié du temps à s'épouiller. C'est ici que la taille du néocortex prend toute son importance en permettant l'invention du langage articulé, outil de la cohésion sociale, ce qui permet l'augmentation de la taille du groupe. Donc, au lieu de s'épouiller pour s'apprécier, on peut parler et faire autre tâche. Donc, ceux qui préparent à manger, ceux qui cherchent le gibier, les mamans, ils s'occupent des petits. Donc, il y a un partage de plusieurs tâches au lieu de rester à s'épouiller. De nouvelles données montrent des différences entre le cerveau de l'homme et celui du chimpanzé au niveau biochimique. Un patrimoine génétique pratiquement identique entre nous et les chimpanzés, le cerveau humain produit beaucoup plus d'ARN messagère et de protéines, ce qui permettrait de comprendre l'augmentation de la taille du néocortex chez l'homme.